Hiéroglyphe, c'est avec Andrea Magnim. Suivez toujours le souffle de votre esprit intérieur, disait Olivier Lockert. Cette citation nous ouvre les portes d'un nouveau numéro de Hiéroglyphe sur Pyramide FM. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un auteur, Difa Kokou Galé, une œuvre Bris de vie, bris de souffle, un recueil de poèmes publié aux éditions Pont de Liane dans la collection Sans poésie, pas de vie. Nous allons mieux découvrir l'œuvre et son auteur avec la complicité de Jean-Jacques Snobiatico qui nous accompagne à la technique. Vous êtes bien dans Hiéroglyphe. Bienvenue à tous. Difa Kokou Galé, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes de retour dans l'émission Hiéroglyphe puisque vous y étiez récemment dans un trio composé de vous, de Jean Kanchébé et de Marlène Douty. Vous aviez dédicacé vos œuvres, trois pièces de théâtre aux éditions Audi. Que deviennent ces œuvres aujourd'hui? Oui, la dédicace s'est bien passée et aujourd'hui nos lecteurs lisent pour le moment. Et ça se passe bien sous le manteau et à ciel ouvert aussi. Ces livres se lisent, mais leur destinée, c'est la scène. On n'a pas encore une représentation. Il y a le Covid qui a un peu chamboulé les choses, donc on attend que ça se calme pour voir comment ça va se passer. Le coronavirus qui empêche les représentations scéniques, mais que devient le trio alors? Vous étiez 3 et aujourd'hui vous êtes tout seul. Non, on était 3 aujourd'hui et je suis tout seul, mais on est tout le temps ensemble. Nous sommes inséparables. Jean sait que je suis là avec vous, Marlène, il le sait également. Et nous partageons notre vie d'auteur tous les jours dans nos échanges. On partage beaucoup de choses, ça il faut le dire. Vous étiez là pour du théâtre il y a quelques mois. Nous parlons aujourd'hui poésie. Difa Kokou Galé est-il un dramaturge qui aime de la poésie ou plutôt un poète qui aime du théâtre? C'est une grande question. À la base, quand je me revois, il y a de cela dans les années 80, 90 comme ça, 98 je veux dire, je faisais de la poésie. J'ai commencé par la poésie, curieusement. J'ai commencé par écrire du théâtre qu'en 2004. Donc c'est encore récent, ça fait 16 ans que mes premières amours, c'est la poésie. Et à l'époque, je me rappelle que sur Radio Tropique FM, qui n'existe plus, il y avait une émission Horizon des poètes en herbe où je passais, tu pouvais appeler. Il y avait les téléphones fixes à l'époque où tu appelais pour déclamer un poème et on adorait faire ça. Poète dans l'âme, on va dire. Alors nous allons observer une petite pause, le temps de revenir pour entrer dans le vif du sujet de cette émission, c'est-à-dire le recueil de poèmes de Difa Kokou Galé, Bris de vie, bris de souffle. Pyramide FM. Vous êtes bien sur Pyramide FM à l'heure de l'émission Hiéroglyphe, émission qui accueille aujourd'hui un écrivain, tantôt dramaturge, tantôt poète, Difa Kokou Galé. Alors, Monsieur Galé, c'est l'heure de nous livrer, on va dire, les secrets de Bris de vie, bris de souffle. Vous aimez l'originalité, on dirait, puisque quand on prend le livre, déjà, le format de l'œuvre est assez particulier. Format poche, on va dire, et la façon de scinder les poèmes, des strophes, des quatrains, des tercets. Pourquoi le choix de ce style, on va dire? Oui, à la base, j'ai voulu, en quelques mots, exprimer un sentiment, un état d'âme. Je ne voulais pas faire une écriture fleuve. Donc qui faisait que voilà, tu as des tercets comme tu le dis, des vers très très courts, mais je voulais
atteindre ma cible en peu de mots. C'est comme tu as 4 mots, bien un petit nombre, un petit groupe de mots que tu vas utiliser pour exprimer un sentiment précis. Et donc, c'était amusant, pas facile du tout. Et même le format du livre était choisi exprès parce que comme ce n'est pas des vers longs avec des strophes immenses, si ça reste dans un livre normal, pour moi ça va se noyer dans les pages blanches. Donc c'est pour ça qu'avec l'éditeur on a discuté, on s'est dit si on le mettait dans un format aussi réduit comme le corps du texte qui est aussi de petits paragraphes, ça allait former une forme d'harmonie, de quelque chose qui s'emboîte dans le fond et dans la forme. Voilà. Alors, vous l'avez dit, vous n'avez pas désiré que le texte se perde sur des pages blanches, mais les pages blanches, ça vous connaît. Oui. Tout auteur est l'ami ou bien l'ennemi, selon qu'il arrive à remplir. Particulièrement, vous avez parlé de pages blanches important. Page blanche, d'ailleurs, c'est le titre d'un autre texte que j'avais écrit, une pièce de théâtre. Heureusement que la page est remplie. Mais ici, des fois, c'est des pages réellement blanches où ça ne démarre pas, ou c'est le combat avec la page blanche que tu veux remplir, que tu veux faire habiter par des mots que tu as choisis. Et c'est toujours un combat, et c'est le combat de ma vie. Parce que quand tu écris, c'est comme le médecin qui a pour mission de sauver des vies. L'écrivain, le poète, le dramaturge, il a pour mission de remplir des pages blanches et de leur donner sens pour que le lecteur puisse s'épanouir à la lecture. Et quand vous décidez d'écrire peu de mots dans cette œuvre-là pour ne pas trop écrire, c'est écrit, c'est réduit, c'est facile à lire, mais est-ce facile à comprendre? Est-ce qu'en peu de mots, vous arrivez à expliquer tout? Est-ce facile pour le lecteur de comprendre tout ce que vous voulez dire à travers ces mots? Je ne saurais répondre parce que là, c'est peut-être vous qui pourrez me dire, ou bien un lecteur lambda qui me dira quand il a lu, quel retour il peut me vouloir partager avec moi. Honnêtement, je ne saurais dire. Peut-être la critique peut donner son écho du livre, mais j'espère que le lecteur ne s'ennuiera pas. Je l'espère, c'est un souhait. Sinon, j'ai donné le meilleur de moi-même, avec tout mon cœur, avec tout mon corps, pour que ces strophes-là, parce que je me suis dit que souvent on lit des poèmes longs, que je fais aussi, mais je veux casser un peu l'habitude pour dire autrement. Voilà. Sans vouloir aller jusque-là, il y a des auteurs qui écrivent et qui savent que c'est pas facile à comprendre. Il y a des auteurs, lorsqu'ils présentent leurs œuvres, ils disent fièrement, c'est pas tout le monde qui va comprendre ce texte. Donc, vous pouvez savoir si ce que vous écrivez est très facile à comprendre pour tout le monde ou pas. Ok. Par rapport à ça, je pense que les mots que j'ai choisis, ce ne sont pas des mots savants. Dans mon recueil, j'ai toujours pris, en tout cas consciemment, des mots habituels, usuels. Peut-être maintenant la construction des poèmes, des fois il n'y a pas de verbe. Ça peut peut-être déranger un peu, mais quand on est habitué à la poésie, on peut s'en sortir, quoi. Donc je peux dire que la langue généralement est accessible, et puis ça parle du quotidien, quoi. Donc on se retrouve, moi je pense que on se retrouve dans ce recueil, mais j'ouvre toujours une petite fenêtre parce qu'il peut y avoir un lecteur qui le lise et qui me dise moi je n'ai pas aimé, je n'ai pas compris. C'est possible aussi, mais moi je pense que c'est mis à la portée de tout le monde.
Voilà, et surtout que le livre est en un format réduit, les textes assez courts, donc quoi de plus facile pour une lecture rapide, on peut finir le livre en très peu de temps justement. Alors, en parlant de ces strophes que vous aimez, les quatrains, les tercets, dans vos poèmes, cela se constate par exemple au tout début du chapitre 4, les rues de l'enfance. Vous voulez bien nous faire une démonstration, on va dire, en déclamant les rues de l'enfance pour nous? Ok. Les rues de l'enfance. Chapitre 4. Chapitre 4. Les jouets disparus, traits que je recherche, lignes évanouies de mon enfance. Loin l'enfance, hélas, chaque pas m'y ramène. Les brisures du vent gravent nos éternels fantômes sur les parvis du temps perpétué. Le grincement d'une branche exhume un cri datant de la première glaciation, et sur notre visage demeure debout l'empreinte silencieuse, délicieuse, séditieuse, avec son muet bruissement qui glace le sang. Oh, ton souffle se dépose en buée allumée, porté par devant toi. Dans mon dos, un pantin hanté brûle en grincement de dents, telle une enfance découpée, et s'en vont mes pas. Hélas, toujours dans mon dos, le meurtre de l'enfance triturée, innommée, marque le ciel. Sous mes pieds, sanguinolents, le hoquet des cris étouffés mus renaît, fine couche qui me brûle la peau. Pourtant, la lumière jette sa poudre d'or par les feuilles vertes d'espérance. Oh, le papillon bleu revient, devient les ailes lumineuses d'un jour autre. Faisons un vœu. Les mains ouvertes, une poterie remplie d'eau, garnie d'hysope, profère au vent la parole bourgeon de vie, arbre fleuri, fruits verts bientôt offre à la langue le sucre des accomplissements, l'apaisement d'un visage qui reçoit des lèvres écloses, l'esquisse d'un sourire luciole sur les ailes de la nuit. Toujours l'écho premier, des cris mêlés aux larmes, des larmes encore chaudes. La lame porte l'agonie de l'excisé, la lourde mémoire du viol inachevé, à chaque nouveau soleil, à chaque infini souvenir de cris, comme l'approche des semailles, quand déjà les pluies de juin s'unissent à la terre, toujours en dernier écho, tes souvenirs brûlent mon silence, tes cris deviennent pluie. C'est tellement beau, j'aurais pu vous arrêter juste pour un extrait, mais là, c'était tellement beau que je ne pouvais pas vous arrêter. Alors, c'était donc le poème « Les rues de l'enfance » à retrouver dans Bris de vie, Bris de souffle de d'Ifa Kokovi-Galé. Alors, revenons à la présentation de l'œuvre. Un tableau d'art à la première de couverture. Qui l'a peint et quel est son sens, sa signification, on va dire? Oui. Dans le livre, l'éditeur a mis une mention par rapport à la couverture que je vais lire, mais aussi expliquer à ma façon. La couverture de cette plaquette est conçue à partir du tableau intitulé Rouleau en fond marin, œuvre de Foulika, acrylique et gouache sur toile 80 cm x 45 cm, exposé lors de l'événement Hogodo, grande exposition publique en pleine rue au quartier Forever Witi, donc c'est à Lomé, en 2005. Donc il remercie l'auteur. Au fait, ici on voit 3 bandes rouges avec un cerceau tout en noir qui tourne autour. C'est comme une petite source de quelque chose. Et pour moi, c'est un peu un petit tourbillon qui nous raconte des bouts de vie. Et c'est aussi comme un souffle, c'est comme un petit feu. Voilà. Ça explique ou ça illustre un peu le titre de l'œuvre. Absolument. Ça nous plonge dans
dans cette vie-là, au cœur de l'œuvre, dans ce souffle de ces petits poèmes, donc même pas le petit brie, qui est un morceau, un brie de riz, un morceau de riz cassé, qui est comme un petit bout de quelque chose, un jouet brisé, et des bouts de souvenirs que nous pouvons avoir de notre existence, où on se bat pour se remémorer de la suite, ou bien de ce qui est parti. Donc c'est un peu ça, ce recueil-là, qui est bris de vie, bris de souffle, et que cette peinture essaie de nous illustrer ou bien de nous donner un aperçu du contenu. Donc une œuvre d'art qui renferme plusieurs choses, et dans cette œuvre justement plusieurs thématiques, dans ce bout de livre, on va dire, que vous nous offrez: le deuil, l'enfance, la nature, la vie avec mère et naissance, le temps, instant. Expliquez-nous un peu pourquoi ces sujets vous tiennent à cœur. Oui. Si on veut commencer par le deuil, c'est... On dit souvent qu'un enfant qui naît aujourd'hui est déjà préparé pour mourir. Donc, la mort, c'est quand même, quand on arrive, et c'est la chute de notre vie, c'est la fin. C'est comme un cercle. Voilà, donc j'ai voulu, avec ma mémoire, parcourir un peu cet aspect de l'homme. Bon, on ne parle pas souvent de ça parce que on ne sourit pas en le disant. Voilà, donc j'ai voulu quand même y mettre des mots derrière, parce que quand on met les mots nous permettent d'être plus forts, de se sentir que c'est nous qui exécutons quelque chose, même si ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Maintenant, quand je prends le deuxième poème qui est intitulé Femme Caïman, ça parle des sirènes. Là, je suis allé un peu dans nos mythologies. Par exemple, je dis dans sa chair timide, l'océan cache des sirènes. Là, je veux parler aussi de Mami Wata, par exemple. Vous en avez déjà vu, vous? Je préfère garder la réponse pour moi-même. Parce que j'ai quand même vécu des expériences proches de cela, quoi. Non, c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on dit aux enfants, donc voilà. Je comprends. Voilà. Et donc, quand je prends la femme caïman, ça parle un peu déjà femme caïman, c'est mystérieux. C'est une femme, on imagine, qui a un aspect de caïman, des rivières. Donc ça rentre dans notre mythologie. Par exemple, si tu prends les peuples au niveau de Agotime, Adjakpa, dans la zone là, ils ont une divinité, ou bien ils ont cet aspect-là dans leur culture. Et quand je prends la sirène, c'est quand même dans beaucoup d'endroits en Afrique où on parle de Mami Wata. Je regardais d'ailleurs sur Internet aujourd'hui, et où on disait, au fait, Mami Wata, c'est Mami Ata. Ah oui, Moi, j'ai toujours compris Mami Wata, Wata comme l'eau en anglais. Dans le document que je peux te transférer, parce que j'ai copié ça, ça m'a fait tellement curieux que j'ai copié ça. Et on a dit que les gens pensent que c'est de l'anglais, Mami Wata, comme l'eau, alors que c'est Mami Ata, et que c'est en reformulant, en disant cela, que l'appellation Mami Wata est venue. Si les adeptes de la chose se sentent trahis, qu'ils me pardonnent, mais moi je parle de mes lectures, voilà. Mami Wata comme une déesse. Mami Wata, je veux que je ferme la jambe, puisque c'est la déesse de la fécondité. Et donc dans le document que j'ai lu, on dit que ça donne, Mami Wata, ça donne l'argent et tout ça, mais c'est aussi de la fertilité de la femme, et tout ça est inclus dedans. Et que si la femme est ensemencée, donc elle doit fermer sa cuisse pour que la semence puisse faire son travail. Et donc, exactement. Et donc c'est là où, quand on fait le rituel, elle dit Mami Wata, on lui dit, répète Mami Wata. Maintenant, le poème 3 parle de Kévé. Et j'ai vécu à Kévé pendant 6 années, comme ça, 6 années poussière. Et donc, j'ai un peu témoigné par ce que j'ai vu,
par mes rêveries aussi là-bas, parce que tout ce qu'on écrit n'est pas de l'ordre du réel, c'est aussi de l'ordre de ce qui est rêvé, de ce qui est sublimé. Et donc j'ai parlé de Kévé, et par exemple qu'est-ce que je peux dire là, c'est un long poème. Je raconte comment je vois le paysage, comment je vois les femmes là-bas, comment le nom Kévé, qu'est-ce que c'est, ça veut dire quoi, quand je me suis renseigné. Donc j'ai essayé de parler de ça pour que quelqu'un qui est de Kévé, quand il va lire ce poème, probablement, je pense qu'il retrouvera une part de son Kévé et la terre rouge et tous les éléments dedans. Un endroit qui vous a marqué, on va dire. Absolument, qui m'a marqué, oui. Et il y a les rues de l'enfance que j'ai lues tout à l'heure, donc comme un parcours intérieur, tu revois les choses de ton enfance, et comme une reprise en possession de soi, des moments importants de sa vie. Il y a ma mère, qui est vraiment un poème que j'ai écrit pour ma mère. Et c'est le plus court poème. Ok, et un poème que j'ai écrit pour ma mère dans le recueil. Après il y a Naissance, qui parle c'est comme une procession d'une rencontre jusqu'à la naissance d'un enfant. De toute façon, on ne peut pas parler de bris de vie sans passer par la naissance. Ah, merci beaucoup. Donc c'est vraiment la naissance de cette vie-là que nous racontons par petits bouts. Et il y a la nature, puisque nous sommes dans la nature, nous sommes dans un écosystème. Et il y a cet aspect dans le recueil, la vie est aussi dans cet environnement de la nature. Et la dernière partie du recueil, c'est instant, parce que nous vivons quand même des concentrés d'instants qui s'ajoutent, et la courbe de notre vie continue sa route d'instant en instant pour arriver au début de l'œuvre, quoi. Donc, c'est-à-dire le deuil. Le deuil que je n'ose pas dire. Ah, mais vous l'avez écrit. Alors, vous avez un peu parcouru l'œuvre pour nous, mais j'aime particulièrement, j'espère que vous le comprenez, le thème lié à la mer. Et je crois qu'une petite déclamation serait bienvenue. Ok, merci. Ma mère, la voix de ma mère, délice d'une mangue mûre en ma mémoire. La sève d'une mère, amour immaculé, comme une berceuse, averse d'un sommeil qui coule et qui ne laisse éclore qu'un petit visage épanoui. Chaque nuit, elle sort de son corps, drapée d'une percale blanche, étoile filante, engouffrée dans l'intime d'un monde mystique. Le plus court poème de l'œuvre, non? Oui. Alors, vous l'avez écrit pour votre mère. Oui. Et si elle suit l'émission, je saurais bien qu'elle sache que c'est pour elle. Elle s'appelle comment, votre mère? Elle s'appelle Amélie Agbalé. Voilà. Donc, quand elle va entendre son nom dans l'émission, elle saura que le poème était vraiment pour elle. Alors, parlons de votre vie d'écrivain. Vous êtes partout, vous, on dirait. À part le théâtre et la poésie, on en a largement parlé depuis le début. On vous retrouve aussi dans le conte, notamment avec l'Oracle à parler et autres contes du Togo, toujours aux éditions Pont de Liane. Vous êtes nouvelliste. Le sourire du vieux Warf allemand, le secret de la religieuse, entre autres. Alors, comment vous faites? Je veux dire, votre bibliographie est plutôt dense pour une personne d'à peine 40 ans. C'est à cet âge que certains commencent. Oui, c'est vrai. Bon, j'ai eu la chance d'être un rat de bibliothèque très vite.
Depuis mon enfance, j'adorais lire et je lis toujours. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir de très bons amis qui aimaient lire ou qui étaient écrivains. J'ai rencontré des écrivains très tôt qui aussi m'ont accompagné, qui m'ont permis de découvrir, vraiment d'explorer. Et ce qui a fait que j'ai découvert beaucoup d'auteurs très très jeunes. J'ai lu beaucoup d'auteurs qui m'ont fasciné. C'est vrai, à cet âge, quand tu lis, tu ne comprends pas tout. Il y a des romans, des recueils que j'ai lus 20 fois, 30 fois. Ah oui, il m'a fallu des années, c'est plus tard que tu lis, que tu comprends. Mais même en ne comprenant pas grand-chose, on apprend. Et c'est par la lecture que moi je suis devenu écrivain. Bon, peut-être pas la passion de la chose et l'envie de s'asseoir. Parce que, comme le disait un ami, tout le monde a le génie d'écrire. Mais tout le monde n'a pas le génie de s'asseoir. Parce que il faut s'asseoir durant des heures. Et ça, c'est ce qui est difficile dans le travail d'écrivain. C'est pas tant ce que tu écris, mais c'est tant ce que tu es assis. C'est ça. Et dans ce Covid, cette période-là, comme on est habitué, nous, à être enfermés dans notre petit bureau pour travailler, c'est vrai, on n'était pas serein, mais on avait déjà une certaine habitude. Voilà. Donc, j'ai exploré le conte parce que moi, j'ai eu une grand-mère qui me disait des contes, comme je l'avais dit quand j'étais venu ici. Si je pouvais écrire à l'époque ces contes, ou bien si j'avais une grosse mémoire, je peux avoir une batterie de 400. Plusieurs tomes. Ouais. Malheureusement, je devais être en classe de CE2 comme ça. Donc, quand tu es enfant, mais ça a beaucoup agi sur moi. Peut-être que ça a joué. Parce que le conte, c'est l'oralité, c'est la parole. Mais quand tu viens à l'écrit, quand tu prends le narrateur, celui qui parle, c'est pratique, c'est proche. C'est proche, qui fait que mon rapport au livre ou bien à l'écriture a commencé bien avant que je ne me rende compte que je pouvais écrire. Donc voilà quoi. Je me rappelle des années 98, j'en avais parlé là, on était année poésie avec des amis. Après, j'ai fait l'ATEL, Association togolaise des auteurs et illustrateurs de livres pour enfants. C'était à l'Institut français. Là, vous étiez déjà écrivain? Pas vraiment. Vous commenciez à peine? Je commençais parce que je suis arrivé à l'ATEL en 2000, 2003, 2000, 2002, 2003. Et c'est vrai, j'écrivais des choses, mais je n'avais jamais publié quoi que ce soit. Et à l'époque, il n'y avait pas autant d'éditeurs comme aujourd'hui. Il n'y avait pas. Et donc, pour être publié, c'est en France. Et d'ailleurs, le premier livre qu'on a eu, où on était plusieurs, avec Maryse Vaugarny, qui était venue faire un atelier d'écriture sur le haïku. C'était mon premier livre. Et le livre là est publié en 2003. Et on était près de 1000 dedans, parce qu'elle avait fait des ateliers au Togo, en France et tout ça. Et donc, après ces années à Datel, où là, je me suis formé aussi, j'ai écrit des textes pour enfants, c'est-à-dire textes, albums, textes images. Après, donc, cette période-là, je suis arrivé donc à Escale des Écritures en 2004. Donc, j'ai cumulé ces expériences et c'est ce qui a fait que on me retrouve pratiquement dans tous les genres. Mais je n'ai pas encore écrit de roman. Oui, ça va pas tarder, on espère en tout cas. On espère. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du haïku. Parlez-nous encore, expliquez-nous mieux on va dire, cette façon d'écrire de la poésie. Le haïku, c'est un poème japonais. C'est une forme d'écriture qui vient du Japon. Et ça parle de l'instant. C'est comme on exprime une émotion liée à quelque chose d'instantané. Donc avec soit des exclamations, des onomatopées, mais des mots, mais c'est des vers très courts.
Comme dans Bris de vie, Bris de souffle. Donc, Bris de vie et Bris de souffle a pris un aspect du haïku. Et ça, quand moi j'ai pris cet aspect, je ne suis plus allé dans forcément l'instantanéité, mais dans le souvenir, dans le passé, même dans l'avenir. J'ai distendu, je me suis amusé parce que bon, les grilles, c'est pas toujours intéressant d'être dedans et on veut être à l'air libre, se plaire. Donc je me suis plu en sortant de ces cases-là et en faisant ce recueil un peu avec l'âme des haïkus. C'est très important de le mentionner dans l'émission. Celui qui a lu les haïkus ou bien connaît cette forme, quand il lit ce recueil, il va se retrouver. Par exemple là, je suis allé même jusqu'à un vers. Des mots résonnent dans ma tête. Maintenant, quelques mots, maintenant chacun peut remplir ce vide. Quel est ce mot-là? Ça dit quoi? C'est la joie, c'est la tristesse, c'est l'amour, c'est voilà. Et là, nous sommes dans nature. Oui, là, nous sommes dans nature. Attends que je vérifie. Nature, tu maîtrises la chose mieux que moi. On est dans nature, voilà. Donc, là, on est comme ça dans la nature, en train de divaguer, de respirer l'air. Donc, des mots résonnent dans ma tête, comme je peux respirer de l'air quand je sors là, voilà, ou même ici. L'importance de respirer de l'air, on l'a découvert avec cette histoire de pandémie, parce qu'avant, on pensait que c'était donné. Le fait de respirer normalement, c'était trop facile, hein. Mais actuellement, on comprend que pouvoir respirer sans porter de masque, c'est une bénédiction en fait. Ah oui, mais avant, on pensait qu'on avait le droit, et que c'était un cadeau du ciel et que ça tombait et on respirait. Et on en faisait ce qu'on voulait, on s'amusait avec la nature. Absolument. Avec le Covid, même avec le cache-nez, on n'est pas rassuré, hein, parce que on ne sait pas ce qu'on respire, et on ne sait pas quel mot il y a dans l'air que nous respirons. Qu'est-ce que ça va faire dans nos poumons? On ne sait pas, mais on espère que ça va bien aller. Et surtout que ça va vite passer à cette période. Alors, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose, j'aimerais revenir là-dessus. Pour écrire, il faut lire. Presque tous les écrivains, en tout cas ceux qui passent dans hiéroglyphes, répètent la même chose. Pour devenir écrivain, il faut aimer la lecture, il faut avoir l'habitude de lire. D'accord, quand les enfants écoutent, quand tout le monde écoute qu'il faut lire pour devenir écrivain, on se pose une question. Lire quoi? Parce que vous avez dit que vous avez eu des écrivains qui vous ont inspiré, vous avez lu des livres qui vous ont donné envie d'écrire. Quels sont ces livres? Donnez-nous quelques exemples. C'est pas en lisant des messages sur WhatsApp qu'on devient écrivain, non? Bon, pas tout à fait en tout cas. Pas tout à fait. Bon, moi, les auteurs que j'ai lus, par exemple, ceux que j'aime citer facilement, il y a Baudelaire, il y a Aimé Césaire, il y a Senghor, Lamartine, au Togo, on a beaucoup de grands auteurs, Kani Alem, Kossi Efui, Guénou. D'ailleurs, le recueil, les Bris de vie, Bris de souffle, c'est un peu proche de son recueil Les maisons, les nuages. Quand tu vois, tu lis ce recueil Les maisons, les nuages, et que tu arrives ici, tu vas voir que je n'ai rien fait de nouveau, quoi. Que il y avait déjà cette forme d'écriture qui existait. Il y a Théo Ananiso que j'ai beaucoup lu, énormément. Donc tout ce qui est littérature de bonne facture, il faut lire cela. Sans modération. Sans modération. Parce que quand tu lis tel auteur, tu vas voir son style. Quand tu lis 1, 2, 3 romans, tu vas voir comment il écrit. Tu pourras même le reconnaître si tu es habitué. Et ça fait que tu peux te forger toi aussi une façon d'écrire. Parce que tu sais que tel fait comme ci, tel autre écrit comme cela. Moi, je veux aller dans ce sens et à force. Et puis, il y a une tradition. Il y a quelque chose que les plus jeunes
C'est vrai, je n'ai pas 70 ans pour dire les plus jeunes. Ceux qui sont plus jeunes que nous doivent savoir c'est quoi. C'est que être écrivain, c'est appartenir à une famille. Dans ma famille, je sais qui est mon père, je sais qui est ma mère, c'est mes soeurs, mes cousins, tout le monde se connaît. Maintenant, si tu veux être écrivain, il faut être de la famille des écrivains. Ça veut dire quoi, être de la famille des écrivains? C'est avoir lu ceux qui sont dans cette famille-là, ceux qui t'ont précédé. Tous ceux qui t'ont précédé, tu dois les connaître. Si je dis que je suis écrivain et je n'ai pas lu Kossi Genou, je n'ai pas lu Théo Ananiso, je n'ai pas lu Kanye Alem, Sami Tchak, je n'ai pas lu, je ne lis pas. Je suis dans un milieu où personne ne me connaît et je ne connais personne. Je n'ai de lien avec personne. Je peux me dire écrivain, mais je n'en suis pas un. Parce que c'est comme une adoption, indirectement. Parce que quand je lis tel auteur, c'est comme s'il m'adopte, parce qu'il me transmet des choses. Il y a une transmission, il y a un héritage c'est comme ton père qui t'a mis au monde, génétiquement vous êtes liés. Donc quand tu lis ces auteurs-là, il y aura ce brassage, et tu auras confiance, parce que tu as lu tel, qui a fait ci, qui a fait ça, qui a écrit comme ceci. Ça t'ouvre un peu l'horizon. Ça inspire en quelque sorte. Absolument. De lire ses prédécesseurs. Absolument. Mais aujourd'hui, on constate que, quand tu arrives chez un écrivain à la maison, tu ne trouves pas de bibliothèque, quoi. De livres, même. Voilà. Tu lui demandes, mais où est ta bibliothèque? Et la dernière fois, il y a un ami qui m'a mis en contact avec un jeune auteur, je ne dirai pas son nom. Et on a discuté sur WhatsApp et tout. Et je lui ai posé quelques questions. Et c'est un parfait inconnu. Il n'a pas lu les auteurs, je ne dis pas ceux de l'extérieur, ceux qui sont dans la même maison que lui, au Togo, africain. Il te cite à peine quelques auteurs. Je lui dis non, il faut que tu te familiarises avec, parce que tu dois pouvoir parler des autres. Tu dois lire ce que chacun a fait pour pouvoir parler de lui. Et j'ai vu ça aussi en musique. Quand tu vois par exemple The Voice, et ce qu'on fait au Cameroun là, on chante les chansons d'autres artistes. Des chansons qu'on connaît, qui ont eu du succès, on les chante, mais peut-être à notre sauce. De façon revisitée. Voilà, de façon revisitée. Donc, ça veut dire que tu dois avoir étudié même le texte de la chanson là pour dire Dignepe, Tepe, si au Jimdo là. Non, mais dans The Voice, vous n'allez pas faire tourner les coachs en tout cas. Et même si c'est une chanson que j'aime beaucoup, c'est la chanson de Bella Bello que j'ai voulu chanter. Je ne suis pas un très bon chanteur, voilà. Donc juste c'est pour dire que dans cet univers d'écrivain, celui qui ne lit pas, il ne pourra pas faire un bon auteur. Ça c'est parce qu'on dit qu'on devient poète en lisant les poètes et non en regardant la lune. Donc quand tu regardes la lune, tu rêves, tu divagues un peu et que tu veux écrire, ça ne fera pas de toi un poète, mais quand tu lis des poètes, ça fera de toi certainement un poète encore plus grand que ceux que tu as lus. Voilà. Et là, je crois que c'est un peu dans tous les domaines, même dans le journalisme, on nous dit toujours d'avoir des modèles et des gens qui ont fait ce métier avant vous, qui vous inspirent, comme qui vous voulez être, pas forcément à 100%, mais avoir des choses de quelqu'un et marcher sur ses traces, sur ses pas, on va dire. Alors, vos talents d'écrivain ont été prouvés par plusieurs prix, tant sur le plan national qu'international. Quelles sont les récompenses qui vous ont le plus marqué durant votre parcours littéraire? On se fait vieux, on oublie les choses. Il y en a tellement, ça prouve qu'il y en a trop. Et j'ai vu un prix littéraire, un prix du théâtre RFI, quelque chose comme ça. Pour le prix RFI, j'ai été finaliste 3 fois. Oui, ce sont des choses qui vous ont marqué dans votre vie. Parlez-nous de ces... Oui, absolument. Bon, pour ce prix, par exemple, pour le prix RFI, j'ai été finaliste pendant 3 années, avec 1 année d'intervalle entre-temps. C'est comme un challenge.
dans la mesure où tu sais qu'il y a cela qui vient et que au moins dans l'année, tu dois avoir bouclé un texte. Mais la réalité aussi est que pour écrire au théâtre, pour écrire une pièce, il te faut quand même 3 ans. Pour, quand tu commences une pièce de théâtre, pour l'achever et pouvoir montrer ce texte-là, il te faut du temps. Et ce qui fait qu'il faut avoir, comme on dit, de la matière, donc sur laquelle tu travailles, pour que sur une année, ça soit cuit. Et donc les textes là qui ont été finalistes, c'est pas des textes d'aujourd'hui. C'est des textes, par exemple Requiem, qui a été le premier texte finaliste. C'est des textes de 2004-2005 que tu réécris, que tu affines jusqu'à ce que tu sentes que bon, là, il y a quelque chose qui se met en route et tu peux proposer. Bon, c'est comme ça pour toutes les autres années. Il y a aussi, j'ai été au Jeu de la francophonie, par exemple, j'ai représenté le Togo en littérature. Ce fut aussi une belle expérience de parcours. J'ai pu rencontrer d'autres auteurs avec qui j'ai gardé le contact et on a fait beaucoup d'autres choses après aussi, quoi. Et par exemple, la revue Legs et Littérature, c'est une revue en Haïti qui est une très grande revue quand même. Et c'est là où j'ai rencontré le responsable de la revue. On était au Jeu de la francophonie et il me dit, mais Galé, est-ce que tu peux être notre correspondant en Afrique? Bon, j'ai jamais fait ça auparavant. Je lui ai dit, j'ai jamais fait ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il dit, non, mais j'ai vu ce que tu as produit comme texte et je pense que tu peux le faire. Et donc, je me suis jeté à l'eau, comme on dit. Et aujourd'hui, ça fait presque 5-6 ans où je suis contributeur de la revue là. Et les textes qui paraissent en Afrique, au Togo, je fais des notes de lecture que je leur envoie. Et donc, ils les publient dans cette revue-là, qui fait que la littérature togolaise est aussi représentée là-bas. Donc, les gens peuvent lire des contenus, des comptes rendus de lecture de ce qu'on a fait et ce qu'on produit ici pour avoir une idée, donc, qui nous ouvre un peu plus sur le monde, par exemple. Bon, par rapport aussi, il y a un prix que j'ai eu en Italie, avec La Nouvelle. C'est un prix qui est organisé par l'université de la ville, le nom de la ville m'échappe. C'est une ville là, c'est en Italie en tout cas. Ouais, c'est lauréat du prix Napoli Racconta. Voilà. Et donc là, c'est sur Internet. Et généralement, tout ce que je fais, je regarde sur Internet. Il y a des appels et j'envoie. Et puis bon, au petit bonheur, la chance, comme on dit. Donc ils ont retenu le texte là. Le titre du texte, c'est La pomme de discorde. Donc ils avaient dit qu'ils devaient traduire ça et publier ça en italien. Donc, bon, mais après, je n'ai pas eu une trop grande suite parce que celle qui était responsable du projet était décédée. Il y a une autre équipe qui a pris le relais. Mais bon, ce fut une belle aventure quand même, quoi. Donc, bon, j'ai été aussi lauréat de Visa pour la création, de finaliste du prix Les Inédits d'Afrique toute mer. Bon, aujourd'hui, on va penser que c'est beaucoup. Mais quand je regarde dans le rétroviseur, je me dis, il y a quelque chose qui me fait sourire. C'est quoi? C'est que j'avais tellement participé à tellement de prix par le passé, je ne gagnais rien. Et des fois même, c'est par la poste, ça coûtait de l'argent, on pèse le timbre, saisir, imprimer, tout ça, et ça ne donnait rien. Et quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, ils avaient raison aussi à l'époque, parce que quand tu n'es pas prêt pour quelque chose, ne pense pas que tu vas gagner un prix. Mais quand tu persévères, il va arriver un moment où ton heure sonnera, où tu vas gagner quelque chose, ou bien tu montreras que tu as fait de ton mieux, quoi. Alors, en attendant d'autres prix, parce qu'il y en aura plein d'autres, pourquoi pas le prix Nobel de la littérature, en attendant d'en arriver là. Et vous avez dit tout à l'heure, vous êtes dans plusieurs genres, presque tous les genres. Pour le moment, pas de roman de Djifa Kokovi Galé. Est-ce que c'est un projet? Vous pensez un jour nous offrir un roman?
Oui, c'est mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, c'est l'écriture d'un roman. C'est vrai, chaque auteur a son tendon d'Achille, comme on dit, un genre dans lequel il ne peut pas marcher sur une corde, et d'un bout à l'autre d'une pièce sans tomber. J'espère que ce n'est pas le roman. Et bon, je travaille sur un roman quand même. Mais il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est que tel que tu es, je suis aspiré par tout ça. Ça fait que tu n'as pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Tu vas faire quelque chose, voilà, un genre, un autre. Mais je sais que le roman va venir parce que c'est aussi un désir. Voilà. Quand je vois les romanciers, ça me fascine beaucoup. Oui, mais une fois que vous êtes avec la petite sœur du roman, on va dire, les nouvelles, vous n'êtes pas loin du roman. Absolument, non, je n'en suis plus loin. Je suis déjà dans l'antichambre, comme on dit. Donc, ça va arriver bientôt. Ouais. Alors, nous approchons peu à peu de la fin de cet entretien, de cette émission. Vous avez sûrement un mot de la fin. Oui, j'invite le public à lire Bris de vie, bris de souffle, publié aux éditions Pont de Liane. J'ai fait un dépôt de ce livre-là à la librairie Livre Service. C'est au niveau de AD8, au niveau des pavés. Là, donc, on peut se procurer ce livre. Et à nos jeunes frères qui sont intéressés par la littérature, je l'ai dit tantôt dans l'émission, pour être écrivain, le seul moyen, c'est de lire. Et c'est du livre que naît le livre. C'est du livre que naît le livre. Parole de Difa Kokouvi-Galé qu'on retient en arrivant à la fin de notre entretien. Alors Difa Kokouvi-Galé, merci à vous d'être passé une fois encore dans Hiéroglyphe sur Pyramide FM. Merci à vous. Merci madame de m'avoir reçu. C'est un plaisir d'être dans votre émission.